Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 octobre sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Vous suivrez le compte rendu. La piste cyclable qui permet de rallier Cotonou pour Porto Novo à hauteur de Semepoji est en mauvais état, un état qui ne date pas d'aujourd'hui et pour lequel les autorités restent impassibles. Le Bénin célèbre le consommons local à travers tout un mois dédié à la promotion des produits locaux. C'est donc l'occasion de s'interroger sur la compétitivité des produits locaux sur le marché. Nous avons fait un reportage à Porto Novo que vous suivrez. Au cœur du Bénin et du monde, c'est l'actualité au Bénin, sur le continent, dans le monde. C'est la rubrique clé de la presse francophone d'Afrique. Une présentation aujourd'hui de Naomi Soumanou. C'est également l'actualité avec nos partenaires de CCTV. Vous verrez également les images dans Au cœur du Bénin et du monde aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci donc de préférer Gulf TV Africa. Naomi, bonjour. Bonjour, mon choucourat. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous démarrons donc avec l'actualité nationale. Et c'est le Conseil des ministres qui s'est réuni comme chaque mercredi. Ce mercredi 19 octobre 2022. Sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon, chef du gouvernement. Au nombre des décisions prises, création du Fonds de développement des arts et de la culture, contractualisation avec divers prestataires dans le cadre du projet de construction de marchés urbains et régionaux, phase 2, mesures d'urgence d'assistance aux sinistrés des inondations de 2022, notamment dans 40 communes identifiées. Des nominations ont aussi été prononcées à la présidence de la République et au ministère du Travail et de la fonction publique. Suivez l'intégralité du compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Ngbeji. Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce mercredi 19 octobre 2022, à l'issue duquel les décisions suivantes ont été adoptées. Au chapitre des mesures normatives, création du Fonds de développement des arts et de la culture. L'action du gouvernement dans le sous-secteur culture vise l'émergence d'une véritable économie culturelle dans notre pays, source de richesse et d'emploi. Cependant, malgré les ressources mises à la disposition du Fonds des arts et de la culture, cet objectif est loin d'être atteint. Pour remédier à ces contre-performances, il convient de mettre en place un mécanisme de financement de la culture et des arts plus souple et plus efficace. C'est ce qui motive la création du compte spécial du Trésor dénommé Fonds de développement des arts et de la culture, en remplacement du Fonds des arts et de la culture qui est dissous. Les décisions relatives au décaissement des ressources de ce fonds seront prises après avis des différents comités scientifiques et artistiques du secteur de la culture et des arts sur la pertinence des projets soumis et leur cohérence avec le programme d'action du gouvernement. Ont été par ailleurs adoptés, au titre de ces mesures normatives, les décrets portant approbation des statuts modifiés de la Société béninoise de production d'électricité, approbation des statuts modifiés du port autonome de Cotonou et nomination des membres de son conseil d'administration, puis nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Au chapitre des communications, contractualisation avec divers prestataires dans le cadre du projet de construction de marchés urbains et régionaux, phase 2. À la suite de la première phase, qui a consisté en la construction de 20 marchés modernes, dont la plupart sont achevés, cette deuxième phase concerne les marchés de Lokossa, Lalo, Kové, Ketu, Kandi, Wake,
Peonko, Savalu, Yenawa, précisément le marché aux poissons d'Akpakpa, Ganhi, Saint-Michel, Hulakome et Zoka. Elle intègre aussi les travaux d'extension des marchés de PK3 à Cotonou, de Guéma à Parakou, puis le réaménagement de celui de Wando à Porto Novo. La prise en compte de ces nouveaux sites permettra de renforcer la dynamique de modernisation des infrastructures marchandes en vue d'offrir un meilleur confort aux acteurs et usagers de ces lieux d'échange commerciaux et, ainsi, de favoriser une accélération de l'aménagement urbain dans les localités d'implantation. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec des sociétés et cabinets qui devront conduire ces chantiers dans les conditions et délais prescrits. Mesures d'urgence d'assistance aux sinistrés des inondations de 2022. Des différents rapports et constats faits au niveau de l'Agence nationale de protection civile, ANPC, il ressort qu'à la date du 10 octobre 2022, 40 communes sont victimes d'inondations. Celles-ci sont classées en 2 catégories. Une première de 16 collectivités territoriales sévèrement affectées, ayant enregistré d'importants dégâts, et une seconde de 24 dont les dégâts sont de moindre importance. En raison des difficultés qu'éprouvent les sinistrés, le gouvernement a décidé de leur apporter les secours nécessaires dans une approche innovante. Celle-ci consiste en la mise à disposition de ressources substantielles qui serviront à l'acquisition sur place, puis à la distribution de produits alimentaires et non alimentaires, à la diligence d'un comité présidé par le préfet du département, assisté des différents responsables des services déconcentrés de l'État et ou communaux concernés. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la tenue à Cotonou du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant du 24 au 27 octobre 2022. Puis enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, coordonnateur de la cellule stratégique de développement du secteur de l'électricité, M. Edouard Dahomey, directeur général de Bénin Tourisme, M. Willy Rosier. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, conseiller technique à la fonction publique, Mme Christine Ahondjinou Zinsou. Conseiller technique à la valorisation des ressources humaines de l'État, Mme Fauziat Aïke M. Raimi. Directeur général de la fonction publique, M. Kossi Eric Aïnamon. Directeurs départementaux du travail et de la fonction publique comme suit. Littoral, M. Edgar Dawi. Zou, M. Gérard Huenayon Tokpo. Colline, Mme Nyire Dafia Yarou, je vous remercie. La piste cyclable qui permet de rallier Porto Novo à Cotonou à hauteur de Semekpoji est en mauvais état, on vous le disait en titre. C'est un état qui ne date pas d'aujourd'hui et sur lequel les autorités restent impassibles. Les accidents se produisent régulièrement sur cette voie et nous avons fait le constat. Regardez. À Ganvi-Dokpo, dans la commune de Semekpoji, la piste cyclable pavée est une calamité. Ce couloir dédié aux engins à 2 et 3 roues est dans un état de dégradation très avancé. Les multiples appels envers les autorités sont restés sans réponse. Les usagers continuant de vivre quotidiennement ce calvaire. Les accidents se produisent ici. Des personnes se font voler également leur moto, puisque ne sachant pas que la voie est autant en mauvais état. Les personnes qui ont emprunté la voie il y a un moment et qui ont quitté Cotonou font facilement des accidents. Dès que je quitte Porto Novo et que je vois des gens s'assembler sur la voie, c'est généralement un accident où des personnes meurent parfois. Les sapeurs-pompiers viennent chercher les accidentés. Ce pays nous appartient tous et nous devons le construire ensemble. C'est une situation qui amène les usagers
des pistes cyclables à emprunter la grande voie. Conséquence, les accidents sont légion. Nous sommes tombés nez à nez dans un accident où l'usager circulait sur le grand bitume. La voie empruntée par les motos n'est pas bonne. Donc nous circulons sur celle dédiée aux véhicules. Une voiture a aperçu subitement un jour un nid de poule et s'est arrêtée brusquement. J'ai dû freiner aussi, mais j'ai fini par cogner le véhicule et je me suis blessé. La voie n'est pas du tout en bon état. Raison pour laquelle on ne fait que faire des accidents quand on emprunte la piste cyclable. Raison pour laquelle nous circulons sur la voie principale. Pas la grande voie parce que la petite voie là s'est dégradée tout complètement. La voie là, on a eu beaucoup d'accidents sur cette petite voie. Nous avons eu le vent aussi qu'il y a un patriote qui est en train de le réparer de temps en temps, mais ça ne va pas. Et nous sommes un peu découragés de la situation de cette voie dans la commune de Semekpodji. Nous voudrons que nos autorités nous fassent quelque chose sur cette voie pour que la circulation soit un peu libre. Chaque fois, nous prenons cette voie et chaque fois, il y a des accidents qui se passent, les pieds cassent et il y a des gens aussi qui cassent leur tête. On ne sait pas la bonne revenu qu'on a dans la famille avec la situation de la voie. Il est interdit de passer par la grande voie, mais on n'a pas le choix. Les autorités de la commune, même le maire Bernard Mentor, si lui-même peut faire l'essai de passer sur cette voie avec moto, ou soit notre DG de la voie, Jacques Ayadi, peut passer sur cette voie avec pied ou moto, lui-même va comprendre ce qu'on est en train de dénoncer. Les accidents qui se produisent ici tous les jours, on ne peut pas le dire. Surtout dans la mairie de Semekpodji, sur le tronçon de PK18 jusqu'à Porto Novo, on ne peut pas le dire. Les accidents que nous recensons, ce que nous voyons sur la voie, on ne peut pas le dire. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire qu'on va s'adosser sur la mairie pour certaines choses, pour certaines réflexions, des travaux, surtout au niveau de ce tronçon où il y a les pavés aux endroits qui sont déjà dégradés. Les accidents répétitifs. Une voie en mauvais état. Le silence assourdissant des autorités qui envoient les concitoyens à l'abattoir. Le constat, il est triste, écœurant et il ne date pas d'aujourd'hui. Le Bénin célèbre le consommant local à travers tout un mois, donc celui d'octobre, dédié à la promotion des produits locaux. C'est l'occasion de s'interroger sur la compétitivité des produits locaux sur le marché. Le produit local est-il compétitif sur le marché aussi bien à l'international qu'au plan national? Fidèle Eza Baba a attendu son micro à ce sujet aux acteurs du domaine. Suivez. Les produits béninois doivent être compétitifs sur le marché pour permettre aux consommateurs de pouvoir s'en procurer. Il est vrai que des évolutions concernant les prix des produits locaux ont été enregistrées depuis quelques années. Cependant, il reste encore des efforts à faire pour que ces produits soient compétitifs concernant le prix et la qualité. Aujourd'hui, à ce jour, je peux dire que oui, les produits béninois, en tout cas les produits que nous produisons ici, sont assez compétitifs sur le marché international. Et parce que nous essayons constamment d'améliorer la qualité et de par la qualité déjà du textile qu'on a choisi valoriser, qui est le paille traditionnel tissé, notre patrimoine textile, et de par les matières, les fournitures, tout ce qui va avec. Nous essayons d'être vraiment sûrs de respecter la norme internationale. Donc, pour que nous arrivions aussi à percer le marché international, il fallait aussi améliorer la qualité et c'est ce que nous sommes toujours en train de faire. Aujourd'hui, je peux dire que le prix équivaut généralement à la valeur du produit. Celui qui s'attaque au prix d'un produit s'attaque à la valeur. Parce que diminuer le prix du produit, c'est aussi diminuer sa valeur. La compétitivité des productions ou de la production locale dépend de plusieurs éléments. La qualité et le prix. Du point de vue qualité, il faut dire que les produits peuvent être bons
Mais si l'emballage laisse à désirer, il y aura un problème au niveau de la compétitivité, aussi bien au plan national qu'international. Nous avons également le prix. Le produit peut être bon, de très bonne qualité, bien emballé, mais si le prix n'est pas accessible au consommateur, il va préférer donc un autre produit de substitution. Ce qui fait que le produit local est bon, mais du point de vue prix, il n'est pas accessible et donc la compétitivité, il ne pourra pas être compétitif. Il faut tout de même dire qu'au-delà de la question des prix des produits locaux, il y a la question de l'appropriation des choses produites chez nous. C'est aussi quelque part une question d'éducation. Oui, d'abord sur cette question, sur cette préoccupation, je veux dire qu'on souffre d'un problème d'éducation culturelle. On ne nous a pas appris à nous approprier de notre patrimoine. Celui-là qui vous dit que le pain tissé est lourd, qu'il y a la chaleur dedans, mais il oublie qu'il y a plusieurs qualités de pain tissé au Bénin. S'il veut du pain tissé souple, c'est possible de lui faire le pain tissé avec 3 fils, avec 2 fils, comme les femmes le font avec 6 fils. Donc c'est à lui de faire son choix dans la panoplie, mais il ne sait pas. Il répète seulement c'est lourd, c'est chaud. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment fait l'expérience de la qualité, les différentes qualités de pain tissé que nous avons. L'autre chose que je dis, celui-là qui vous dit ça, vous allez le voir porter la veste à longueur de journée. Mais il n'a pas chaud dedans. Il a un problème patrimonial. Il ne sait pas approprier sa culture. Sinon, vous n'avez jamais, si vous êtes vraiment ancré dans votre culture, vous n'avez jamais honte de votre identité et vous portez fièrement ce qui est de chez vous. En ce qui concerne la qualité du produit, les producteurs ont apporté des améliorations. Par exemple, en ce qui concerne le pain tissé, des améliorations ont été enregistrées concernant la souplesse. Et les produits béninois et les produits burkinabés ne sauraient avoir le même coût, tout simplement parce que ici au Bénin, nous ne sommes pas subventionnés. Au Burkina, ils sont un pays bien vrai producteur du coton, mais ils sont subventionnés par l'État. La transformation du fil du coton en fil et la valorisation, le coût d'achat de ces intrants pour transformation, c'est vraiment très moindre par rapport au Bénin, où ici nous ne sommes pas du tout subventionnés et donc nous sommes confrontés à un coût élevé des matières premières. Du coup, pour aussi une bonne qualité, il faut du matériel de bonne qualité. Maintenant, la souplesse, oui, il y a déjà aujourd'hui sur le terrain du pain tissé bien souple qui s'adapte à tout type de production de tenue. Donc, je peux dire à ce niveau-là que la production nationale de pain tissé est bien compétitive, mais il faille que l'État nous amène à commencer par filer le coton ici, afin que ce ne soit plus des fils importés qui soient utilisés pour nous produire le pain tissé, mais que le coton produit chez nous au Bénin soit transformé au Bénin. Toutefois, comme le disent ici les acteurs des produits Made in Bénin, il faudra aussi penser à la subvention de certains produits pour accélérer leur compétitivité. Pour améliorer la production locale, il faut déjà que nos gouvernants, le gouvernement subventionne et apporte des subventions dans ce domaine. Il faut aussi que l'État arrive à ce qui s'adonne à limiter l'importation des produits étrangers sur le territoire béninois. Le producteur, c'est Chine. Peut-être c'est un travail manuel qui lui prend suffisamment de temps. Ce n'est pas une production industrielle où il peut rentabiliser à court terme. Du coup, le coût de fabrication forcément influence le coût de vente, le prix de vente du produit. C'est ça qui fait que c'est parfois cher. Ce que je vais dire aux compatriotes béninois par rapport à la consommation des produits locaux, c'est de nous inviter à consommer ce qui se produit chez nous. C'est ça qui fera un jour que nos inventeurs, nos producteurs vont améliorer davantage ce qu'ils font. C'est ça qui leur permettra d'aller à la conquête du marché international. C'est ça qui leur permettra de nous donner cette fierté ou de renforcer cette fierté d'être béninois en nous. Et donc, en consommant ce qui se produit ici, c'est que nous donnons la force à nos producteurs et nous donnons également de la force à notre pays de se positionner sur l'échiquier international. Les premiers qui doivent penser à consommer ce qui est fait au Bénin, ce sont les Béninois.
Si chaque Béninois pouvait intégrer cela, l'économie béninoise connaîtra forcément une amélioration. Drame au CNHU, 4 personnes déposées en prison pour homicide involontaire suite au décès de 4 patients au service de réanimation. 2 agents de la division électricité du Centre national hospitalier universitaire CNHU et 2 électriciens de la société prestataire en charge de la gestion du générateur d'oxygène ont été placés en détention provisoire. Naomi. Et oui, le drame serait survenu en effet après une coupure d'électricité. Ils seraient poursuivis pour homicide involontaire et seront fixés sur leur sort le 25 octobre prochain. Devant le procureur, il y avait une vingtaine de personnes, mais seuls les agents dont nous venons de parler ont été déposés en prison. Informée, Madame Laurence Montero, sage-femme à la retraite et ancienne présidente de l'Ordre national des sages-femmes du Bénin, en est désolée. Regardez. Choc pour tout le monde, pour toute la population, pour nous qui avons travaillé pendant 30 ans et qui avions appris ce qui s'est passé, vraiment. On se pose la question de savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Avant de continuer, je vais d'abord m'associer à tout le monde, au gouvernement, à la population béninoise, au personnel de santé pour présenter nos condoléances aux familles éplorées. C'est dur, mais moi je leur demande le pardon. C'est pas un oubli, hein, mais c'est le pardon, parce que ça ne se comprend pas. Bon, selon ce qui s'est passé, selon ce que nous avions appris sur les réseaux sociaux et selon l'explication du gouvernement, c'est 4 décès. 4 décès, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Et je pense qu'il y a longtemps, depuis plus de 30 ans, que nous nous échinons. Nous faisons des propositions. Et je vois que le gouvernement actuel a cédé un tant soit peu à ce que nous demandons. Parce que lorsque vous rentrez au CNHU aujourd'hui, eh bien, c'est propre. Tout a été bien fait. Il y a de nouveaux services qui ont été créés. En tout cas, vous rentrez, vous saurez, voilà un hôpital. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, le reste, moi, je ne peux pas dire. Aller jusqu'à dire décès dû à la coupure de l'électricité, bon, tant que le dossier est en cours, on ne peut pas trop parler. Mais j'ai une proposition à faire, si ça peut être accepté. Puisque le CNHU est en face de la présidence et que la présidence ne peut pas être dans le noir tout le temps. Moi, je souhaiterais qu'on puisse rallier le CNHU sur l'électricité de la présidence, ou si c'est sur des groupes, qu'on puisse mettre le CNHU là-dessus. Parce que c'est important, c'est 24 heures sur 24. Le personnel fait ce qu'il doit faire. Hein? Les autorités aussi, ils font. Mais vous savez, tout ce qu'on appelle machine, hein, tout, on ne peut pas savoir. Bon, l'enquête est en cours. Moi, ma proposition sur le champ, pour qu'on ne puisse plus assister à ça, en attendant que le gouvernement puisse trouver des solutions durables, c'est de mettre le CNHU sur l'électricité de la présidence. Que si vraiment, après les enquêtes, on voit que c'est le personnel soignant qui est en faute, il n'y a pas à lésiner, il faut sanctionner. Si c'est pénal, il faut sanctionner. Parce que nous avons prêté serment et que nous devons respecter ce que nous avions appris. Nous avons eu des qualifications pour s'occuper des malades. Si c'est le personnel qui est en faute, il faut sanctionner. Si c'est les autorités qui n'ont pas donné assez de matériel, et je pense que, point d'interrogation, hein, moi, je me pose des questions avec tout l'effort du gouvernement pour que ça soit bien fait. Si une autorité du CNHU n'a pas bien fait ce qu'elle doit faire, eh bien, ce serait la même chose pour l'autorité aussi du CNHU.
c'est comme ça maintenant. Parce que c'est une honte pour nous qui avons travaillé tant d'années. Et j'ai peur, c'est sûr que d'autres personnels aussi ont peur. Un jour, nous allons peut-être nous retrouver dans les mêmes conditions au CNHU. Est-ce que c'est comme ça qu'on va nous traiter? Il faut d'abord penser à traiter la population, les pauvres qui n'ont rien d'autre à faire que de se donner à nous pour qu'on les soigne. Maintenant, ce que j'ai à dire à la population aussi, faut pas que tout le monde dise « je vais aller au CNHU, je vais aller au CNHU ». Non, je crois que c'est décentralisé. Les cas qui doivent aller au CNHU, il faut revoir. Peut-être que c'est la sensibilisation qui a manqué. Il faut reprendre les sensibilisations parce que c'est décentralisé. J'ai appris encore hier sur les réseaux ce qui s'est passé. Bon, je ne sais pas, j'ai lu sur la Cugo où pour 50 000 francs, on refuse à une femme qui a donné des jumeaux de voir ses enfants. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'on écrit là? Nous avons travaillé 30 ans à la Cugo, on n'a jamais appris ça. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il faut vraiment mener de bonnes enquêtes avant d'écrire. C'est beau, hein, les rumeurs sensationnelles, mais il ne faut pas en rajouter. Et je finirai en disant, attention, sur ce gros dossier du CNHU, il faut savoir séparer ce qui s'est passé, la technique, du politique. Ça, c'est vrai, hein? Il ne faut pas qu'on mélange la politique à ce qui s'est passé actuellement, qu'on laisse le gouvernement, qu'on laisse la justice, qu'on laisse les personnes concernées fouiller à fond et sanctionner s'il le faut, mais il ne faut pas que la politique s'y mêle. Je vous remercie. De nombreux parents attendent de très bons résultats de leurs enfants, mais très peu de parents ou encore d'enseignants ont la présence d'esprit de récompenser les meilleurs élèves afin de les encourager ou encore les féliciter. Parmi ces félicités-là, il y a des motivés, de nouveaux motivés. D'ailleurs, récompenser les élèves, selon ces images recueillies par Fidèle Ezibaba, amène d'autres à fournir davantage d'efforts. Nous en parlons à travers ce reportage. Regardez. L'une des façons de motiver les élèves à avoir de meilleurs résultats et de les encourager lorsqu'ils font bien. Plusieurs n'ont pas la culture de récompenser les élèves, alors que récompenser un élève, c'est lui donner une source de motivation qui le pousse à se surpasser pour obtenir de meilleures performances scolaires. Lorsque vous recevez de vos parents, de vos supérieurs, le mot merci, le mot félicitations, je pense que ça galvanise. Ça pousse beaucoup plus à l'action. Je pense qu'ils ne vont plus reculer. Ils vont se mettre au travail. Ils vont commencer par prendre les études au sérieux. Un merci à un enfant qui travaille, ça le pousse toujours à mieux faire parce qu'il veut toujours plaire aux parents. Alors, puisque la question de l'éducation, effectivement, c'est une question très préoccupante. Tout le monde le sait bien que le développement ne peut se faire que par l'éducation. L'éducation est la clé de toute réussite. L'éducation est la clé de tout développement. Alors voilà pourquoi tout geste qui vise à booster l'éducation est vraiment louable. Et comme je l'ai dit tantôt, primer les meilleurs, c'est dire qu'on est en train de célébrer l'excellence. Alors célébrer l'excellence, c'est très important. Je pense déjà que le fait que ces enfants aient reçu ces cadeaux, ça va les encourager à maintenir le cap. Ça va les encourager à redoubler d'efforts dans le travail. C'est très capital, la motivation des apprenants. Et vous le savez, donc, la récompense fait de nos enfants un leitmotiv très, très important. C'est une source de motivation. Donc, ils sont aguerris donc, à mieux faire et à donner le meilleur d'eux-mêmes l'année prochaine, ou cette année qu'on vient de démarrer. Même le fait d'encourager les meilleurs a également un impact sur les élèves qui n'obtiennent pas de bons résultats. C'est une motivation indirecte pour eux de travailler pour être également encouragés les fois à venir. Déjà, le fait pour eux de voir leurs camarades de classe mériter, prendre quelque chose qui constitue le fruit de leur effort, je pense que ça va susciter également à leur niveau
le désir de foncer, le désir d'également travailler, parce qu'ils auraient aussi voulu être à leur place. Alors donc c'est aussi un facteur qui va davantage les motiver dans le... C'est sûr que ça va les booster désormais, ça va les encourager ou bien ça va réveiller en eux le désir de travailler parce qu'ils savent qu'il a une récompense au bout du rouleau. Donc s'ils savent que, attention, ce que je fais, c'est regarder de près par des aînés, par les autorités, par les parents, ça va les encourager à doubler d'efforts eux aussi. Il vaut mieux pour les apprenants de travailler pour être les meilleurs, car le marché de l'emploi devient de plus en plus contraignant. Seuls les meilleurs aujourd'hui arrivent à s'en sortir sur le marché de l'emploi. Alors ils ont véritablement intérêt à maintenir le cap. Les parents et même toute autre personne qui sent le besoin d'encourager les meilleurs apprenants ou élèves feraient donc œuvre utile car ils participeraient à l'excellence. C'est le moment de partager avec vous les informations parues dans les journaux, la presse écrite, c'est sur le continent. C'est donc la rubrique clé de la presse francophone d'Afrique. Une présentation aujourd'hui de Naomi Soumano. À nouveau bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rubrique, les unes de la presse africaine en français. Nous démarrons avec le Congo, direction Kinshasa pour démarrer. La DGI et l'IGF marquent des points dans la mobilisation des recettes publiques à Kinshasa, retrouvé dans ce quotidien en page 2. Conflit foncier au Congo central, un conflit communautaire latent dans le territoire de Benza-Ngougou, à retrouver dans ce quotidien également. Et pour terminer, Félix Tshisekedi, donc le président, a été reçu par le roi Charles d'Angleterre, bien sûr. Voilà, nous poursuivons avec les dépêches de Brazzaville, nous restons au Congo. Et nous parlons criminalité urbaine, la force publique et la justice ont été interpellés. Bonne gouvernance, le FIGE appelle à relever les défis de la transparence. Voilà donc pour les deux principaux titres des dépêches de Brazzaville. Nous poursuivons ces unes de la presse, mesdames et messieurs, avec la Côte d'Ivoire et nous démarrons avec le sursaut. En manchette, les avocats de DC Immobilier et de Forex Capital préparent du lourd à retrouver dans ce quotidien. Pendant que Blé Goudé prépare ses valises pour Abidjan, le dossier de Guillaume Soro se complique. Ce qui fâche Alassane Ouattara, toutes les tentatives de médiation ont échoué selon ce quotidien. Et nous terminons voilà avec ce titre. Le présumé assassin d'une élève pasteur a été arrêté en Côte d'Ivoire. Nous poursuivons direction le Maroc. À présent avec le quotidien aujourd'hui. Adoption des grandes orientations du futur budget pour l'année prochaine. PLF 2023, le Conseil des ministres balise le terrain. À retrouver en pages 4 et 5 de ce quotidien. Investissement, trésorerie, compétitivité, budget 2023, ce que veulent les patrons. Finances locales, un excédent de 7,4 milliards de dirhams générés à fin août. Et lancé depuis la région Fès-Meknès par le ministre Sadiki, campagne agricole 2022-2023, le dispositif. Grand prix SM, le roi Mohamed VI de Bourida, 18 Sorbas à l'honneur. Rentrée 2022-2023, le nombre d'étudiants inscrits dans les universités publiques a bondi de 6,49%. Voilà donc pour aujourd'hui, nous poursuivons avec le Cameroun et nous retrouvons tout de suite le quotidien Cameroun Tribune.
Zone minière menace sur l'école. Malgré des progrès réalisés pour redonner à l'éducation sa place dans les localités riveraines des gisements d'or, beaucoup reste à faire pour endiguer le vent de déscolarisation. Mais le gouvernement et les autorités multiplient les initiatives de sensibilisation et d'encadrement des familles. Focus à lire en pages 12 et 13 du quotidien Cameroun Tribune. Nous poursuivons avec le Sénégal à présent et le quotidien. Nous retrouvons donc le quotidien au Sénégal. Entretien avec l'administratrice générale du FONGIP, Thérèse Sanfar. Nous avons engagé un repositionnement du FONGIP. Mimi n'a pas été plus méritante que les autres, à lire en page 12. Infection de la mangue sénégalaise. L'Europe menace de fermer ses frontières. Cherté de la vie, pression pour des mesures rapides de l'État. Inculpé en France pour 4 viols, Kabiroum Boji, une descente continue aux enfers. Voilà donc pour le quotidien, nous poursuivons avec Maurice et nous retrouvons le Mauricien. Telfer guette l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Saouminaden. Le colistier du Premier ministre et ancien ministre pourra difficilement échapper à une charge formelle et des poursuites au pénal pour délit d'emploi fictif. Rassemblement illégal, enquête sur 23 élus de l'opposition et LPM à retrouver dans ce quotidien. Une SDF de 23 ans a été tuée, découverte macabre sous une tente à l'arrière d'un jardin hier. Voilà, nous poursuivons avec l'évidence. Nous revenons à Dakar avec le quotidien L'évidence. Ababakar Mbaye défenestré, Mamour Diallo enfin une planque. Nommé directeur de cabinet du président, Matarba revient aux affaires. Controverse sur l'enrichissement illicite au Sénégal, le général immeuble de 6 milliards, les autres luxes et avantages. AFP Mbour, Alioune Sarr prône la mobilisation des forces sociales et progressistes de tous bords. Club Sénégal émergent, une coalition nationale pour gagner le pari de la souveraineté alimentaire. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec Madagascar et nous retrouvons le quotidien L'Express. Prévision donc en manchette. Un taux de croissance à 3,6% attendu cette année, à retrouver en page 8. Au Maroc, la mise en place d'une ambassade a accéléré. Exportation, tous les chiffres sont au vert. Les exportations se portent bien selon la note de conjoncture économique publiée mardi par la Banque centrale. La plupart des produits d'exportation affichent une hausse en quantité et en valeur lors des 9 premiers mois de l'année 2022. L'exportation du clou de girofle a quadruplé, tandis que les produits miniers, les produits agricoles et les zones franches sont également en hausse. Alors, environnement, misé sur les petites unités de recyclage pour le plastique, à retrouver en page 11. Voilà donc pour ce quotidien, nous poursuivons avec Dakar Times. Toujours donc au Sénégal, nous revenons au Sénégal. Rapport du secrétaire général sur la situation socio-économique et politique au Mali, un bilan mitigé à retrouver en page 4, de la page 4 à la page 7. Santé à Tiadiaï, Pape Djibril Fall écrit aux autorités. Et pour terminer, donc au centre, intrusion de Karakurt dans le système de l'ORTP, la cyberattaque sous-traite avec une société locale. Voilà pour Dakar Times, nous poursuivons avec Fraternité Matin. Nous revenons en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin. Alors, Octobre Rose, lutte contre le cancer du sein. Nous poursuivons donc. Audience du vice-président de la République, Thiemoko Mélié-Koné a reçu le président de la BOAD et une délégation de l'Union européenne. Sommet finance en commun ouvert à Abidjan hier, le Premier ministre Patrick Hachi s'exprime. Nous avons besoin d'un multilatéralisme plus puissant. Voilà donc pour Fraternité Matin. Nous poursuivons avec le défi à Maurice. Et un gros titre, donc, dans ces unes, à Rochebois, Maëva Edouard, 23 ans, battu à mort. Le compagnon de la victime a été arrêté. Voilà pour le défi. Nous revenons sur le plan national et nous terminons avec le quotidien béninois Matin Libre.
En manchette, nous parlons du bilan 1 de Sidikou Karimou et de son équipe. Les équipes nationales revivent des commissions centrales créées. À Niki, l'empereur Chabi Naina III s'en est allé, donc paix à son âme. Présidentielle de 2026, Jog Benou, déjà dans la peau du chef, à retrouver en page 3. Bénin, loi sur la suspension des peines. Il y a autre possibilité de sortir Madougou et Aïvo de prison, à retrouver en page 2. Et nous terminons donc avec ce titre. En mission économique au Bénin, des investisseurs néerlandais au contact de la GDIZ à Glojibé. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces lignes de la presse africaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Au cœur du Bénin et du monde, nous poursuivons le numéro d'aujourd'hui avec l'Interactualité. L'édition spéciale de la compétition WorldSkills 2022 démarre mercredi à Bordeaux, donc en France. 6 jeunes compétiteurs chinois sont confiants de décrocher des médailles. Voici les images. La diplomatie chinoise a connu des progrès complets, pionniers et historiques au cours de la dernière décennie, a déclaré jeudi le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Ma Qiangchu lors d'une conférence de presse tenue en marge du 20e congrès national du Parti communiste chinois PCC à Beijing. Ma Qiangchu a noté qu'au cours des 10 premières années de la nouvelle ère, le comité central du PCC avec le camarade Xi Jinping, en son centre, a guidé la diplomatie chinoise vers de nouveaux succès. Les réalisations du pays ont été multidimensionnelles, sans précédent et historiques, et la Chine a pris des mesures pionnières et surmonté diverses difficultés, a-t-il noté. Premièrement, le PCC a renforcé sa direction centralisée et unifiée sur les affaires étrangères de manière globale, a-t-il affirmé. Le comité central du PCC a affermi la conception stratégique de haut niveau pour les affaires étrangères et le cadre dans lequel le parti exerce la direction générale et coordonne tous les aspects des affaires étrangères a été régulièrement consolidé et le mécanisme concernant les affaires étrangères s'est amélioré. Nous avons vigoureusement défendu la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de la Chine face à la contention, à la répression et aux ingérences déraisonnables des forces extérieures. Nous avons lancé une lutte du tac au tac, ferme et puissante. Nous avons établi des relations diplomatiques avec 9 pays qui maintenaient de soi-disant relations diplomatiques avec les autorités taïwanaises. L'adhésion de la communauté internationale au principe d'une seule Chine a été davantage consolidée. Vous l'avez sans doute compris, mesdames et messieurs, vous avez plutôt vu d'autres images et nous parlions tantôt de cette compétition qui se tient en France. C'est l'édition spéciale de la compétition WorldSkills 2022 qui a démarré depuis hier mercredi donc en France à Bordeaux. 6 jeunes compétiteurs chinois sont confiants de décrocher des médailles. C'est la première fois que tous les talents artisanaux chinois participent à un concours de compétences de classe mondiale. Ils concourront sur 5 des 6 épreuves organisées à Bordeaux, à savoir le dessin industriel CAO, le plâtrage et la construction sèche, la robotique mobile, les soins médicaux et la construction numérique. La compétition WorldSkills à Bordeaux se déroulera jusqu'à samedi avec une cérémonie de remise de prix qui clôturera les travaux dimanche. Représentant le meilleur niveau mondial de développement de compétences, la compétition WorldSkills est le concours de compétences professionnelles le plus important et le plus influent au monde, également connu sous le nom d'Olympique des compétences. Le WorldSkills 2022 devait avoir lieu à Shanghai, le centre économique de la Chine, mais finalement ne s'y tient pas en raison de l'épidémie de Covid-19.
En remplacement, l'organisateur a décidé en juin qu'une édition spéciale de 62 compétitions se tiendrait dans 15 pays et régions de mi-septembre à fin novembre. Parmi les 17 épreuves terminées, l'équipe chinoise a remporté 10 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 1 de bronze et 4 victoires, se classant temporairement première sur la liste des médailles. Du Bénin et du monde se boucle ainsi. C'est la dernière information que nous avons partagée avec vous. Retenez cette citation de Thomas Sankara. Thomas Sankara, donc, qui dit ceci: celui qui aime son peuple aime les autres peuples. Celui qui aime son peuple aime les autres peuples. C'est une citation de Thomas Sankara qui va boucler au cœur du Bénin et du monde aujourd'hui. Naomi, merci. Merci, mon Choukurat. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Golf TV Africa. Restez avec nous pour le 13h en anglais avec Metorwe Adoglo et Ezel Ogboibe.